Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, pour une audition sur le programme de stabilité pour les années 2021 à 2027. Nous regrettons malgré tout qu'une nouvelle fois, une contrainte d'agenda ait empêché M. Bruno Le Maire de s'exprimer au Sénat, après qu'il l'ait fait à l'Assemblée nationale cet après-midi même. Mais nous savons compter sur votre disponibilité, Monsieur le ministre Olivier Dussopt. Comme vous le savez, en application de l'article 14 de la loi de programmation des finances publiques 2011-2014, le Gouvernement doit adresser au Parlement, au moins 2 semaines avant sa transmission à la Commission européenne, je répète, au moins 2 semaines avant sa transmission à la Commission européenne, le projet de programme de stabilité. Si cette année, ces principaux éléments ont d'abord été communiqués à la presse jeudi dernier, le programme de stabilité n'a été présenté en Conseil des ministres que ce matin même et communiqué aux parlementaires à l'heure du déjeuner. D'ailleurs, on est disponible à l'heure du déjeuner, il n'y a pas de problème. Ce qui ne permettait pas de préparer et d'organiser dans de bonnes conditions un débat en séance publique. Aussi, cette réunion de commission retransmise en direct s'y substitue-t-elle. Elle est ouverte à tous les sénateurs dans cette salle ou par visioconférence, c'est-à-dire à ceux de la commission des finances, mais pas que. Je les remercie de leur présence, en ligne ou ici. L'an passé, le programme de stabilité, présenté en pleine crise sanitaire, n'en était pas vraiment un. Il se limitait pour l'essentiel, et à juste titre, aux années 2020 et 2021, et se concentrait sur la réponse à donner à la crise selon les lignes directrices de la Commission européenne. Cette année, il en est tout autrement, puisqu'il porte sur une période de 8 années, nous amenant jusqu'en 2027. Vous nous présenterez donc les principales hypothèses qu'il comporte et les moyens dont vous comptez pour atteindre les objectifs que vous fixez. Au-delà de ce programme de stabilité, vous nous indiquerez comment le Gouvernement entend informer le Parlement, avant sa transmission à la Commission européenne, du plan national pour la reprise et la résilience, qu'on appelle le PNRR, qui doit détailler la stratégie d'investissement et de réforme en France, qui conditionne les versements au titre du plan de relance européen. Contrairement à d'autres pays qui ont déjà mis en ligne des projets de PNRR, voire ouvrent des consultations publiques en associant leurs parlements nationaux, la France semble faire preuve d'une grande discrétion sur ce sujet et nous serions heureux, Monsieur le ministre, que le Parlement puisse être, sinon consulté, tout au moins informé sur ce PNRR. Avant de donner la parole au ministre, je vous indique que celui-ci aura une contrainte horaire à 20h15, ce qui nous donne un plafond. Aussi, après avoir donné la parole, comme il est de tradition, au rapporteur général et au rapporteur général de la Commission des affaires sociales qui est en ligne, je prendrai les questions que vous aurez bien voulu faire connaître au secrétariat de la Commission pendant l'exposé du ministre. Je vous laisse la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Quelques mots d'abord pour vous remercier d'avoir pu organiser cette audition en commission dans un format élargi, comme vous l'avez dit, avec une double occasion, même si l'essentiel de nos échanges, je crois, a vocation à porter sur le programme de stabilité. Double occasion car ce matin, au Conseil des ministres, nous avons aussi présenté le projet de loi de règlement, 15 jours plus tôt que l'année dernière et 15 jours plus tôt que ce qui se faisait traditionnellement. C'est une volonté que nous avions annoncée, de faire coïncider le passage en Conseil des ministres à la fois du programme de stabilité et du projet de loi de règlement pour que, au-delà des dates d'examen de ce second texte, le Parlement puisse être saisi et informé
à la fois de l'état constaté des comptes l'année précédente et des prévisions pour les années à venir, permettant ainsi d'avoir certainement un débat plus riche, puisque éclairé par le résultat d'un exercice récent. Ce projet de loi de règlement, très rapidement, marque et vient constater la conséquence des réponses que nous avons apportées à la crise sanitaire sur le plan des finances publiques et singulièrement sur le plan des finances de l'État, avec un déficit budgétaire qui passe de 93 milliards en LFI 2020 à 178 milliards en résultats constatés. C'est moins dégradé que ce que nous avions imaginé, puisque nous craignions plus exactement, avoir un déficit budgétaire de 223 milliards. Et il y a 45 milliards de moindre déficit, mais cela reste un déficit tout à fait historique et tout à fait abyssal. Cet écart à la prévision s'explique à la fois par une diminution des recettes fiscales perçues par l'État à hauteur de 37 milliards 100 et par 44,1 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par rapport à LAFI 2020, pour l'essentiel porté par la mission urgence et pour une part portée par les budgets dits ordinaires de l'État, même si ces dépenses supplémentaires par rapport à la norme sont, pour l'immense majorité d'entre elles, des dépenses justifiées par la crise. Je pense par exemple à l'évolution à la hausse des APL du fait de la dégradation de la situation de certains ménages. Je pense au versement de 2,1 milliards de primes aux ménages les plus défavorisés avant l'été et lors du mois de novembre, ou encore à l'achat de masques et de matériel de protection pour 800 millions d'euros, mais je pourrais détailler si c'était nécessaire. Cet écart se justifie donc essentiellement par des mesures prises au titre de la réponse à la crise, avec en particulier 17,8 milliards d'euros de dépenses liées à l'activité partielle, 11,8 pour le fonds de solidarité, 3,9 pour les exonérations de cotisations compensées à la sécurité sociale, et enfin 8,3 dans le cadre des participations de l'État, soit au capital, soit à des opérations de prêt de long terme à des entreprises considérées comme stratégiques, comme Air France ou encore la SNCF et EDF. Ce déficit budgétaire, donc déficit de l'État, dégradé, explique en grande partie l'évolution du déficit public, puisque nous avons rendu ces chiffres publics, plus exactement l'INSEE a rendu ces chiffres publics. Le déficit public est passé de 2,2 dans la prévision dont vous aviez eu à connaître lors de l'examen de la loi de finances pour 2021 à 9,2%, à la fois sous l'effet de la dégradation de la situation budgétaire de l'État, sous l'effet de la dégradation des comptes de la sécurité sociale, dont le déficit a atteint 38,6 milliards d'euros contre un peu moins de 6 au moment du vote des lois de finances de l'État et de la sécurité sociale. C'est avec cette situation des finances publiques que nous avons construit le programme de stabilité que nous vous présentons. Nous avons plusieurs convictions qui expliquent le programme que nous vous présentons. La première conviction est qu'un des enjeux majeurs en termes de redressement des finances publiques est de pouvoir maîtriser le poids de la dette par rapport au produit intérieur brut. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes fixés comme horizon le retour à un niveau de déficit proche de 3%, non pas par fétichisme ou par pure référence à un indicateur communautaire dont nous savons qu'ils feront l'objet de débats dans les mois qui viennent, dont nous savons aussi que les conséquences d'un irrespect de ces critères ne déclenchent pas de procédure particulière, puisque la Commission a suspendu l'application de certaines clauses des traités, mais parce que nous savons que lorsque le déficit public, dans les conditions de croissance et d'inflation que nous prévoyons, atteint 3% ou autour de 3%, c'est le point d'inflexion qui permet de diminuer le poids de la dette par rapport au PIB. Et donc, nous avons fait le choix de vous proposer une trajectoire de retour à ce niveau de déficit qui soit une trajectoire avec un point d'arrivée en 2027. Nous avons considéré que l'hypothèse qui nous était parfois présentée d'un retour aux alentours de 3% en 2025 était une hypothèse qui n'était pas suffisamment réaliste, qui aurait amené les efforts par trop importants. Nous avons aussi considéré que l'hypothèse proposée par d'autres d'un retour à 3% en 2030 était une hypothèse trop lointaine, avec un risque de décrochage de notre pays en termes d'équilibre de situation des comptes publics par rapport à nos partenaires européens et des risques notamment sur l'évolution des taux, mais pas seulement, sur notre capacité et la crédibilité qu'aurait à garder notre économie sur la scène européenne et sur la scène mondiale. Pour atteindre cet objectif de 3% de déficit en 2027, cela signifie que la dépense en volume, dépense publique en volume, devra être limitée dans son augmentation à plus 0,7% par an. C'est un effort qui est assez important, qui mérite d'être comparé.
Nous avons une évolution de la dépense en volume qui, en moyenne, est de 0,6 à 0,7% sur les années 2018-2019. Nous avons connu collectivement une évolution de la dépense en volume autour de 1% entre 2012 et 2017. C'était 1,2% de 2007 à 2012 et c'était 2,1% lors du quinquennat de 2002 à 2007. C'est donc un effort qui devra être fait pour non pas diminuer la dépense publique, mais faire en sorte qu'elle augmente moins vite que la croissance et que l'inflation, et que cette augmentation soit limitée à 0,7%. Au-delà de la perspective d'un retour autour de 3% en 2027, cette trajectoire présente à nos yeux d'autres avantages. Le premier avantage est qu'avec cette trajectoire, nous retrouvons à horizon 2026-2027 un poids de la dépense publique à peu près comparable à celui que nous avons atteint en 2019, c'est-à-dire 53,8% en baisse d'1,5 point par rapport au début du quinquennat. Nous retrouvons un niveau de prélèvements obligatoires par rapport au PIB plus rapidement, autour de 43,7, 43,8, que nous avions atteint aussi en 2019, avec une baisse d'un peu plus d'1 point du poids des prélèvements obligatoires par rapport au PIB lors des 3 premières années du quinquennat. C'est aussi cette trajectoire qui nous permet de stabiliser la dette autour de 117-118% jusqu'en 2026-2027, avant de connaître une inflexion et une diminution, légère certes, mais une diminution du poids de la dette par rapport au PIB. Je précise par ailleurs que lorsque nous disons qu'il nous faudra limiter la progression de la dépense publique à 0,7% par an, c'est évidemment hors dépenses d'urgence que nous connaissons aujourd'hui au titre des missions urgence et hors relance, puisque nous raisonnons sur le périmètre des dépenses que je qualifie parfois d'ordinaires, même si le terme n'a pas de portée juridique, mais simplement pour les isoler par rapport aux missions urgence et aux missions relance que le Parlement a créées à l'occasion de l'adoption des PLFR et des PLF. Je ne vais pas être beaucoup plus long, Monsieur le Président. Je rajouterai simplement que la trajectoire que nous vous proposons s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses. Certaines relèvent de choix politiques, d'autres sont des hypothèses conventionnelles. Parmi les hypothèses de choix politiques que nous avons retenues, il n'y a pas d'augmentation des prélèvements obligatoires, tels que nous l'avons toujours affirmé depuis le début de cette crise, et nous avons même intégré la poursuite de la diminution de certains prélèvements jusqu'à la fin de 2022, comme nous nous y étions engagés. Les hypothèses plus conventionnelles concernent le taux d'inflation, concernent le taux de croissance, j'en dirai un mot, et les taux d'intérêt. Sur la question du taux de croissance, nous prévoyons une croissance à hauteur de 5%, c'est-à-dire légèrement revue à la baisse par rapport à nos hypothèses en 2021, puisque nous prévoyons 6%, mais que la prise en compte des contraintes que nous connaissons nous a amené à la ramener à 5%, de 4% en 2022, et ensuite un retour progressif autour de 1,4%, soit très légèrement supérieur à l'hypothèse de croissance classique, mais il y a là les effets à la fois de la reprise et du plan de relance. Pour ce qui concerne les taux d'intérêt, nous sommes assez convaincus de l'hypothèse de stabilité relative des taux d'intérêt, même si les tensions inflationnistes que nous connaissons les ramènent plutôt dans des eaux positives plutôt que dans des eaux négatives. Cependant, dans le cadre de la construction du PSTAB, nous avons retenu les hypothèses les plus conventionnelles, c'est-à-dire un retour à des taux positifs, tels que vous pouvez le constater dans les documents qui vous ont été transmis. Et donc, nous avons intégré, à horizon 2027, une augmentation du poids de la charge de la dette d'un demi-point, passant de 1,3 à 1,8% du PIB. Je pense et j'espère que cette augmentation ne sera pas constatée, mais la volatilité des taux nous oblige à cette prudence et à intégrer cette hypothèse dans celle que nous vous présentons pour expliquer les choix et la trajectoire du PSTAB que nous vous présentons. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire en introduction pour laisser, je l'espère, plus de place aux questions et répondre certainement plus précisément sur certains items aux questions des sénateurs. Merci, Monsieur le Ministre. Dans le même esprit, je vais pour l'instant conserver les questions que j'avais prévu de vous poser, et si elles ne sont pas évoquées par mes collègues, je les rajouterai en fin de questionnement. Je vais donner la parole tout de suite au rapporteur général, en indiquant simplement que, compte tenu de la présentation ce jour du programme de stabilité et de la prochaine suspension parlementaire, le rapporteur général vous adressera pendant la suspension parlementaire son analyse sur ce programme de stabilité, je veux dire son analyse complète en tant que rapporteur général, et que cette analyse donnera lieu à un échange en commission le mercredi 5 mai prochain. Monsieur le rapporteur général. Merci Monsieur le Président.
Monsieur le ministre, d'abord pour confirmer, Monsieur le ministre, mes chers collègues, que je partage les propos en tout point introductifs du président Claude Raynal. Vous remercier, Monsieur le ministre, d'abord d'être toujours disponible et pour cette présentation synthétique. Et je vais me contenter dans un premier temps, non pas un début d'analyse, mais à vous adresser 3 questions pour permettre que le temps d'échange au sein de la commission puisse, avec nos collègues des affaires sociales, puisse être mis à profit. Tout d'abord, Monsieur le ministre, 2 rapports, un de la commission Arthuis, un autre du Haut Conseil du financement de la protection sociale, se sont prononcés pour que la dette Covid ne soit pas cantonnée. Pourtant, dans le programme de stabilité, le gouvernement confirme, au contraire, le choix du cantonnement. Pouvez-vous, à ce stade, Monsieur le ministre, nous faire part de ce que j'appellerais une forme d'entêtement, alors que l'identification simple de la dette Covid eût pu suffire? Deuxième question, vous prévoyez également un redressement rapide, vous l'avez évoqué, des finances publiques au cours du quinquennat qui s'ouvrira d'ici à 2027, ce qui, d'après nos calculs, supposerait un montant d'économie de l'ordre de 60 milliards d'euros sur la période. Or, de ce qui figure dans le document, une réforme des retraites, peu est dit sur les voies et moyens de cette maîtrise de la dépense. Permettez-moi donc d'exprimer quelques doutes. J'ai en tête notamment les engagements qui avaient été pris pour réduire la dépense publique à travers 50 000 suppressions d'emplois publics promises et qui finalement sont restées lettres mortes. Question, Monsieur le ministre, où pensez-vous pouvez trouver ces économies, puisque finalement 2023 va arriver bien vite. Enfin, dans une étude Rexecode qui est parue hier, indique un scénario du programme de stabilité qui conduirait en fait à dépasser nos objectifs d'émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 28 millions de tonnes de CO2 d'ici à 2030. Pour résorber un tel écart, il faudrait en fait augmenter les investissements de la France, les investissements verts, de l'ordre de 12 milliards d'euros par an d'ici à 2030, ce qui montre bien le lien entre une dette publique et ce que j'appelle, mais je ne suis pas tout seul, la dette climatique. Le programme de stabilité étant tout à fait muet sur le sujet, pouvez-vous donc nous apporter des éclaircissements sur cette ambition à laquelle il faudra bien, Monsieur le ministre, que la France réponde? Merci, monsieur le rapporteur général. Avant que vous répondiez au rapporteur général, je vous propose d'écouter Jean-Marie Van Arenberg, rapporteur général de la Commission des affaires sociales, et vous répondrez aux 2 rapporteurs généraux. Jean-Marie. Oui, vous m'entendez? Parfaitement. Bon, écoutez, merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre et Monsieur le rapporteur général de la Commission des finances, ainsi que Monsieur le Président de la Commission des affaires européennes. Je suis très heureux, effectivement, de pouvoir, observant effectivement vos recommandations, Monsieur le Président, être allé à l'essentiel en ce qui concerne notamment les projections relatives aux administrations de sécurité sociale, les ASSO. Tout d'abord, le programme du gouvernement montre une trajectoire financière des ASSO qui, après le trou d'air des années 20-21, revient progressivement à l'équilibre pour retrouver son rythme de croisière à l'horizon 2025. Les ASSO seraient alors dans un excédent de 0,7 points de PIB correspondant aux recettes de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES. Ces prévisions me conduisent tout d'abord, Monsieur le Ministre, à vous demander si cette trajectoire est compatible avec l'absorption par la CADES des déficits cumulés qui ont été prévus par la loi, notamment de la dette sociale et d'autonomie. En d'autres termes, le remboursement de cette dette sociale à la fin 2033 reste-t-il une perspective crédible? Pourriez-vous aussi, de plus, vous demander, Monsieur le Ministre, à travers effectivement le rapport que vous nous avez remis, vous demandez aux ASSO
je cite, « de participer à la modération des dépenses, alors que nous savons parfaitement qu'avec le Ségur de la santé, la future loi autonomie et dépendance que l'on peut espérer, celles-ci vont augmenter significativement. Pourriez-vous donc nous préciser comment, hors CADES, les autres secteurs des ASSO pourraient être à l'équilibre dès 2025, alors que la dernière loi de financement de la sécurité sociale prévoyait un déficit 2024 de plus de 20 milliards d'euros sur le périmètre des ASSO. S'agissant de l'exercice 2021, le programme de stabilité prévoit d'ores et déjà un dérapage spectaculaire des dépenses de crise de l'assurance maladie, plus 13 milliards par rapport à 2020, au lieu des 4 milliards prévus en loi de financement en 2021. Pourriez-vous détailler les postes de dépenses qui conduisent à ce glissement de quelques 9 milliards en 4 mois? D'autre part, prévoyez-vous de déposer un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale en 2021? C'est une question récurrente depuis l'année dernière. La Commission des affaires sociales considère pour sa part que les dépenses arbitrables, même financées par la sécurité sociale, devraient présenter un caractère limitatif. Et puis, s'agissant de la dette Covid, j'ai noté que le programme de stabilité proposait de l'isoler à hauteur de 140 milliards d'euros afin de pouvoir retracer son remboursement. La dette Covid de l'État, bien sûr. Une telle approche vous semble-t-elle compatible avec le traitement de la dette de la sécurité sociale, qui comprend aussi une part exceptionnelle liée à la réponse sanitaire et même aussi à la réponse économique au travers des baisses de recettes dues à l'activité partielle? En d'autres termes, Monsieur le ministre, est-il logique et optimal de rembourser cette fraction de dette en 12 ans au regard de la norme que s'applique l'État? Et enfin, pour conclure, de manière plus institutionnelle, la proposition de loi organique que j'ai récemment déposée avec la présidente Deroche et le président Milon, ainsi que le président de l'AMEX et les rapporteurs de notre commission, propose notamment de faire coïncider le périmètre des lois de financement de la sécurité sociale et celui des ASSO, notamment pour faciliter le suivi de la trajectoire votée par le programme des finances publiques qui est présenté aujourd'hui. Le gouvernement soutient-il une telle évolution? Voilà, Monsieur le ministre, mes questions. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Marie. Monsieur le ministre, si vous pouvez répondre à ces premières questions. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre en précisant, Monsieur le Président, que je n'ai pas répondu à votre interpellation sur le programme national de résilience que vous aviez évoqué dans votre propos liminaire, que le gouvernement qui doit transmettre ce programme normalement fin avril, avant la fin avril, est évidemment à la disposition du Parlement pour l'évoquer. Il s'agit d'un positionnement gouvernemental, mais on gagne toujours à échanger sur le sujet. De la même manière, nous transmettrons à la toute fin du mois d'avril le PESTAB, c'est-à-dire dans les 15 jours qui suivent sa transmission et l'information du Parlement. Pour ce qui concerne les 3 questions posées par monsieur le rapporteur général de la Commission des finances, un premier point sur cette question du cantonnement ou de l'isolement. Nous avons proposé au Parlement, qui l'a voté, d'aller plus loin en matière de cantonnement de la dette sociale avec le texte organique voté l'été dernier, qui transfère à la CADES, comme cela a été dit, j'y reviendrai, les déficits constatés en 2020, mais aussi jusqu'en 2023 par la Sécurité sociale. Nous proposons avec Bruno Le Maire que, pour ce qui concerne la dette de l'État liée à la crise du Covid, autour de 140 milliards d'euros, nous puissions procéder un peu différemment. Nous disposons d'un outil, la Caisse d'amortissement de la dette publique, qui, contrairement à la CADES, ne nécessite pas le fléchage de manière organique, le fléchage d'une ressource pérenne et récurrente pour assurer le financement de l'amortissement de la dette qui lui est confiée. Ce fléchage de ressources peut être l'objet d'une subvention annuelle votée en PLF, et nous proposons que la dynamique des recettes fiscales liées à la croissance et donc liées à la reprise soit mobilisée pour subventionner la Caisse d'amortissement de la dette publique et ainsi participer
à un cantonnement qui ne serait pas un cantonnement identique à celui du Covid, mais peut-être plus, pour reprendre la différence de termes que vous avez évoquée, monsieur le rapporteur général, une forme d'isolement, mais avec la lisibilité que nous recherchons et la possibilité de flécher des ressources spécifiques pour amortir cette dette. Nous avons fait le choix, vous l'avez dit, de retenir une trajectoire de retour autour de 3%. D'ailleurs, nous entendons parfois parler de retour à l'équilibre. Il n'en est rien, c'est un retour à un déficit de 3% à horizon de 2027. Nous pouvons considérer avec vous que c'est un retour rapide. Il nous semble que c'est la bonne temporalité, que 2025 aurait été trop rapide et que 2030 nous paraît trop lointain pour les raisons que j'évoquais dans mon propos liminaire. Là où, monsieur le rapporteur général, j'ai un désaccord avec vous, c'est quant au quantum d'économie en tendance à réaliser pour atteindre cet objectif. Vous avez évoqué le chiffre de 60 milliards d'euros. Il nous semble que nous sommes plutôt entre 40 et 45 milliards d'euros, mais ça sera l'occasion de discussions sur la manière de le documenter. Et nous devrons aussi, à l'occasion notamment des prochaines lois de finances et lois de programmation pluriannuelle des finances publiques, dont nous avons dit que nous considérons inopportun de la discuter avant la fin du quinquennat, considérant que ce serait prendre des engagements trop tardivement par rapport à l'échéance présidentielle. Ce sera l'occasion de documenter un certain nombre de réformes structurelles. Je ne reviens pas sur celles qui sont le plus souvent évoquées, mais il y a d'autres réformes, parfois plus techniques, mais qui permettent aussi de dégager un certain nombre d'économies. Nous travaillons actuellement sur la réorganisation et la rénovation du plan des achats de l'État, avec un objectif d'économie à 3 ans, à hauteur de 800 millions d'euros, entre 800 et 800 millions, et 1 milliard d'euros. Réforme beaucoup plus discrète que la réforme des retraites qui est souvent évoquée, mais qui génère aussi des économies que nous allons pouvoir mobiliser. Il n'est pas prévu, à l'occasion du programme de stabilité, de tracer un programme d'investissement, y compris fléché vers la décarbonation ou le verdissement. J'ai pris connaissance, comme vous, monsieur le rapporteur, de l'étude en question, qui interpelle, qui peut trouver un certain nombre de réponses, notamment dans le budget vert, avec les moyens qui sont consacrés à la transition écologique. Mais le PSTAB tel que nous le présentons, tel que nous devons le présenter, n'a pas vocation à intégrer de telles trajectoires d'investissement. Et j'ajoute, mais c'est le ministre du Budget qui le dit de manière peut-être plus singulière encore, que les programmations pluriannuelles ont aussi le défaut de la rigidification, et que la rigidification est assez peu compatible avec la recherche de marge de manœuvre pour atteindre des objectifs, notamment en matière de désendettement. Pour répondre à monsieur le rapporteur général de la Commission des affaires sociales, nous considérons que l'objectif qui a été fixé lors de la loi organique d'apurement de la dette confiée à la CADES est un objectif qui est tenable, et nous le considérons d'autant plus que finalement le déficit constaté de la sécurité sociale pour le régime général et la branche vieillesse a été à un niveau important et même historique, 38,6 milliards, mais un peu plus de 10 milliards moins important que ce que nous craignons lors de l'adoption du PLFSS. Et donc ce moindre déficit, mais je le dis avec précaution dans la mesure où ça reste un déficit historique, nous encourage plutôt à considérer comme tenable l'objectif que nous avons fixé. Il y a un certain nombre de dépenses qui sont d'ores et déjà intégrées. Monsieur le rapporteur a parlé du Ségur à juste titre, avec des dépenses qui ont pu être réalisées dès 2020, une dépense importante à partir de 2021. C'est évidemment pris en compte dans le socle auquel s'appliquera ensuite la règle des 0,7% en volume. Il n'est pas prévu à ce stade, et c'est un objet de débat assez récurrent entre les membres de la Commission des affaires sociales du Sénat et le gouvernement, que soit déposé un projet de loi de finances rectificatif pour la sécurité sociale. Nous considérons que la norme telle qu'elle existe aujourd'hui permet au gouvernement d'abonder de manière parfois importante, c'est ce qui a été fait en 2020, le PLFSS et les ressources de la sécurité sociale sans nécessairement soumettre cet abondement au Parlement. Pour des questions essentiellement de calendrier parlementaire, nous n'avons pas prévu d'inscrire un tel texte et nous mettons à profit, si je puis dire, les marges qui nous sont ainsi données. Je souscris cependant à l'idée générale exposée par monsieur le rapporteur, et je pense que les propositions de loi organique qui seront prochainement examinées permettront d'apporter des réponses et peut-être de créer cette forme d'obligation. À ce stade, permettez-moi, monsieur le rapporteur général, de ne pas me prononcer spécifiquement sur la PPL organique que vous avez déposée pour ne pas l'avoir suffisamment étudiée, et parce que je sais aussi qu'un certain nombre de députés autour du rapporteur de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée vont déposer des textes concernant le même sujet, et qu'il nous reviendra alors, pour le gouvernement, d'avoir un tel positionnement.
Pour ce qui concerne l'augmentation de l'Ondam au cours de l'année 2021, je souscris évidemment aux propos de M. Van Neurenberg, avec cette augmentation prévue de 13,4 milliards d'euros. C'est un écart à la norme de 9 milliards qui s'explique par un coût plus important que ce que nous avions imaginé en PLFSS de la campagne de vaccination. Je rappelle que nous avions inscrit 1,5 milliard pour la campagne de vaccination à une époque où nous ne savions pas encore à quelle date seraient disponibles les vaccins, dans quelle quantité et à quel coût. Et donc nous l'avions inscrit comme une provision en précisant que ça serait certainement réévalué. Par ailleurs, le fait que l'épidémie soit virulente plus longtemps que ce que nous avions espéré amène aussi des surcoûts pour le système de santé qui se traduisent par cette augmentation par rapport à l'Ondam ainsi prévu. Voilà ce que je pouvais dire, Monsieur le Président, en réponse à cette première série de questions. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons maintenant ouvrir donc le débat en rappelant à chacun que le souhait, c'est de rester à 2 minutes d'intervention par question. Tout temps économisé sera redonné dans une prochaine commission. Donc, Jean-François Rapin pour 2 minutes. Oui, j'irai très vite, monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs généraux. En sachant que j'ai 3 questions, donc si j'ai bien compris, c'est 6 minutes. Non, rassurez-vous, je plaisante. Monsieur le Ministre, nous avons eu donc le programme de stabilité. Moi, je voudrais savoir comment le programme de stabilité s'articule et s'il y a des éléments d'articulation avec le programme de reprise et de résilience qui nous a été proposé par le gouvernement. C'est ma première question. La deuxième concerne plus l'aspect européen et les 40 milliards d'euros de financement européen qui devraient nous arriver, savoir si eux aussi sont intégrés dans le dispositif programme de stabilité et si on a plus de précision aujourd'hui sur la décomposition, parce que je dois dire qu'on reste encore très dans le flou sur cette question. Et puis la dernière va aller aussi très vite. Vous l'avez évoqué assez brièvement dans vos 2 propos liminaires, parlant du déficit et des 3% de stabilité. On a vu dans un article du Monde qu'une déclaration du président de la République proposait de revoir les conditions de cette stabilité à 3%. Pensez-vous que la France soit crédible aujourd'hui au regard de nos finances publiques pour engager un débat de ce type? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Jean-François. Vincent Delahaye. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Moi, je regrette quand même qu'on n'ait pas un débat dans l'hémicycle sur ce programme de stabilité, qu'on doive en débattre assez rapidement ici en commission, alors qu'on a reçu le document à 13h et qu'à 18h45, on nous demande de débattre. C'est quand même un petit peu compliqué, surtout avec la valse des milliards à laquelle on a assisté et qui se retrouve un petit peu dans le document. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'y voir totalement clair. Donc moi, j'aurais beaucoup d'observations à faire. Comme j'ai que 2 minutes et que j'aime bien respecter les temps de parole, je vais me contenter d'une question sur les emprunts garantis par l'État. Je ne sais plus si c'est 100 milliards ou un peu plus ou un peu moins, je ne sais plus exactement à combien on en est. Quel est le scénario qui a été retenu dans ce programme de stabilité pour prendre en compte des abandons de créances sur ces emprunts garantis par l'État, et quels seraient les montants de ces abandons de créances? En tout cas, quelles sont les prévisions? Parce que j'ai vu qu'il y avait des critiques quand même de la Cour des comptes sur la sincérité des estimations faites dans les PLFR de 2020 par le gouvernement, qui sont quand même peut-être un petit peu non-conformité sur la sincérité, qui était jusque-là un marqueur de l'action du gouvernement en matière financière. Et donc, moi, j'aimerais avoir la stratégie et ce que vous prévoyez, parce que je ne vois rien dans le document du tout sur cet aspect-là. Merci, Vincent Delahaye. Sophie Taillé-Polian. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Ministre. Moi, je partage effectivement un certain nombre d'interrogations qui ont été portées, notamment par le président Raynal sur le plan de relance et de résilience. Donc, nous attendons d'ici une quinzaine de jours. Nous serons ravis de le regarder avec une grande attention. Je partage également les interrogations, voire les inquiétudes du rapporteur général sur la question du respect de nos engagements climatiques, parce que à la lecture, non pas du document, bien entendu, puisque nous ne l'avons que depuis quelques heures, mais des articles de presse
puisque par contre la presse a eu écho de ce programme de stabilité, on n'est plus que légitime à s'interroger et à s'inquiéter sur la capacité de la France à respecter ses engagements climatiques et sur sa capacité à financer le simple respect de ces engagements. Ensuite, je rejoins totalement la question sur les 3% et la présidence française. C'est vrai que mon étonnement a été grand quand, après la lecture du même article du Monde qui disait que la présidence française l'un des objectifs de la présidence française de l'Union européenne, c'était de militer pour que cette règle des 3% puisse être revue très, très profondément, et de voir que dans ce programme de stabilité-là, c'est cet objectif même que l'on reprend, manque un petit peu de cohérence en termes de lisibilité politique. Donc évidemment, cette question apparaît avec beaucoup d'étonnement. Je veux dire, on ne comprend pas. Après, la question que je me pose, évidemment, c'est aussi la question de ce programme de stabilité. Comment faire en sorte de ne pas reconduire les erreurs du passé, c'est-à-dire de se lancer très vite, trop vite, dans une politique qui finalement est un programme austéritaire. Et d'ailleurs, ce que nous craignions à l'occasion notamment des projets de loi de finances rectificatives ou initiaux dans le projet de loi de relance, c'est-à-dire le fait d'avoir isolé ce qui concernait la relance et l'urgence, ne permettent finalement de revenir très vite à une politique austéritaire. Et c'est ce qu'on constate. On a isolé tout ça pour pouvoir continuer, business as usual, de la baisse des dépenses publiques et la plupart du temps, évidemment, de la baisse des dépenses publiques qui viennent protéger les Françaises et les Français et qui viennent financer les services publics. Donc, évidemment, ces questions nous interrogent. Plus 0,7% de dépenses en volume, où allez-vous couper ? Assurance chômage, bien entendu. C'est certainement ça votre projet. Alors, allez-vous aller encore plus loin ? Alors que vous n'êtes pas au niveau des problèmes majeurs que rencontrent tellement de Français par rapport à l'urgence sociale, vous nous annoncez demain des coupes à nouveau drastiques dans les budgets sociaux. Merci Sophie. Vous aurez 1 minute de moins la prochaine fois. Charles Guenet. Merci, Monsieur le Président. Simplement, j'ai raccourci mon déjeuner et donc j'ai pu lire un petit peu. Ça, c'est sérieux. Donc, je me suis concentré sur ce qui concernait les collectivités locales et notamment à la page 37, je retrouve à moyen terme l'association des collectivités locales au retour progressif à l'équilibre des comptes impliquerait la poursuite des objectifs de maîtrise des dépenses de fonctionnement. On pense immédiatement au contrat de Cahors, mais cependant, comme il s'agit d'une contractualisation un peu léonine, j'ai imaginé qu'on allait trouver autre chose au paragraphe « Nouvelle gouvernance » que j'ai effectivement trouvé à la page 70, et puisque nous avons une réforme de la gouvernance des finances publiques proposée par le gouvernement et soutenue par le gouvernement, sera présentée pour traduire les orientations. Alors c'est une formulation dont on n'a pas tout à fait l'habitude, alors à moins que ce soit une nouvelle gouvernance puisée à bonne source. Alors pourriez-vous, à cet égard, nous donner la méthode et le timing, justement, parce que nous préciser la méthode, parce que le Parlement, je veux bien qu'il nous la donne, mais je pense que vous avez une idée, et ensuite nous donner effectivement les mécanismes envisagés. Je vous remercie. Merci Charles. Rémi Féraud, puis Michel Canvet se prépare. Merci Monsieur le Président. Pour ne pas répéter ce qui a été dit, et notamment les interrogations que je partage de Sophie Taillé-Polian, je voudrais poser 2 questions. D'une part, qu'est-ce qui, pour vous, Monsieur le Ministre, fait que l'engagement de maîtrise d'augmentation des dépenses à 0,7% serait plus crédible après qu'avant ? Alors je sais, M. Darmanin m'avait répondu lors d'une audition dans un même cadre
sais plus s'il y a 1 an ou 2 ans, mais de toute façon, pourquoi voulez-vous réduire les dépenses publiques et le déficit structurel? Vous êtes contre. Mais en fait, ce n'est pas le sujet. La question, c'est quel est le rapport entre la parole du gouvernement et ses actes. Et c'est vrai que si on regarde le déficit structurel, certes, avant le déclenchement de la crise, son niveau était à peu près conforme à ce qui était dans la loi de programmation des finances publiques, je crois 2%, moins 2%, mais très loin de l'objectif qui était fixé assez rapidement ensuite, avant que la crise se déclenche. Et il n'y avait pas cette maîtrise des dépenses publiques qui nous permettait de voir l'objectif atteint. Et d'un autre côté, si, et je le pense, il ne faut pas se lancer dans une maîtrise des dépenses publiques, même si vous avez dit 3% de déficit seulement en 2027 parce qu'il ne faut pas aller trop vite, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en présentant ce programme de stabilité comme ça maintenant, vous êtes en train de louper un moment politique qui est celui de la mise en place d'une nouvelle politique aux États-Unis avec l'augmentation des prélèvements obligatoires, pas pour tous les contribuables, mais pour les plus riches, pour les grandes entreprises, pour les gagnants de la crise. Vous me répondrez que nous ne partons pas du même niveau. Mais l'important, oui, mais nous n'avons pas non plus le même système de redistribution. Et l'important, c'est le chemin, c'est la tendance. Est-ce qu'on n'est pas là avec ce programme de stabilité qui, malheureusement, en effet, n'est pas discuté en séance au Parlement, mais seulement en audition? Est-ce qu'on n'est pas en train de louper un moment politique pour engager d'autres perspectives et une vraie relance? Merci Rémi. Michel Canvet. Merci. Puis Jérôme Bascher. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Contrairement à mes collègues qui viennent de s'exprimer à l'instant, moi je suis plutôt préoccupé par l'évolution de la dépense publique et je souhaite qu'après la période où les dépenses ont fortement cru du fait de la pandémie, qu'après la relance, nous puissions rapidement retrouver une maîtrise des dépenses publiques. C'est indiqué dans le document. Il aurait été intéressant qu'on ait peut-être plus d'éléments d'information sur la manière dont on pourrait y aboutir. Il y a bien sûr les réformes sont évoquées dans le document, la réforme des retraites et puis une réforme technique financière, notamment sur les achats que vous avez évoqués, Monsieur le Ministre, mais le document aurait gagné à être enrichi de quelques autres orientations en ce sens, et en particulier sur les questions des dépenses de personnel, qui sont des dépenses récurrentes et sur lesquelles il y a des coûts assez importants. Donc c'est dommage que le document ne soit pas plus argumenté sur le sujet. Et ma question portait surtout sur les contrats de Cahors évoqués par Charles Guené. Pour autant, pour les communes, ça ne pose pas, à mon sens, de problème, mais dans une situation qui est plutôt pas assez bonne. Par contre, pour les départements, les contrats de Cahors posent de sérieuses difficultés du fait du poids des dépenses sociales des départements et de la situation sociale. Et on peut craindre qu'une nouvelle contrainte des départements sur les dépenses risque d'altérer leur capacité à intervenir et à répondre aux problèmes sociaux de proximité qui sont identifiés. Donc il faut que le gouvernement soit attentif à cela. Merci Michel. Jérôme Bascher, puis Christine Lavarde. Merci Monsieur le Président. D'abord, un petit peu de macroéconomie. Je suis un peu inquiet de vos hypothèses d'inflation, Monsieur le Ministre. Entre le déflateur du PIB, celui de la conso des ménages et le salaire moyen par tête, il n'y a rien de cohérent, si ce n'est qu'il n'y a pas de chômage dans votre scénario macroéconomique. Il n'y a pas de chômage, donc il n'y a pas de crise économique et sociale, mes chers collègues. Il n'y a pas d'hypothèse de chômage dans votre rapport, et il n'y a en tout cas pas de chômage qui explose. Alors c'est évidemment totalement orthogonal à ce que dit le consensus forecast, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de chômage. Donc je suis peut-être un peu inquiet sur cette partie-là, sans doute à tort, Cassandre a toujours eu tort. Sur le pacte de stabilité et de croissance, Jean-François Rapin vous l'a parfaitement dit, si on veut enterrer le pacte de stabilité et de croissance et savoir qu'il faut effectivement y revenir dessus, ce document en est la parfaite illustration. Jamais la France, jamais, n'a respecté son pacte de stabilité et de croissance, et là, vous faites mieux, vous l'illustrez. Vous illustrez que vous n'allez pas le tenir, car avec 0,7% de croissance de la dépense publique, là où en moyenne annuelle on a fait 1,4 les 10 dernières années, tout va bien, vous allez réussir, parce que notamment les taux d'intérêt vont continuer à baisser, Monsieur le Ministre, car c'était un des grands facteurs d'aide de la baisse de la dépense publique. Et là,
Et là, ça ne marche pas. Et l'Ondam, c'est aussi ce qui sort du Ségur. On a entendu tout à l'heure le rapporteur de la Sécurité sociale. C'est 4,5 de moyenne, il nous faut. 4,5. On n'y est pas dans votre rapport, donc je ne sais pas où on va faire les économies. Alors, j'en viendrai à la caisse. Vous avez parlé de la caisse de la dette publique, l'amortissement de la dette publique. C'est une bonne idée, mais ce n'est pas un cantonnement. Alors, je veux bien croire que vous ayez retrouvé ce vieil établissement qui date d'une trentaine d'années, si je ne m'abuse, 25 ans, 26 ans peut-être, monsieur le ministre, vous me direz ça, 30 ans. Mais ce n'est pas un cantonnement. Donc, je suis un peu surpris que vous appeliez ça un cantonnement, là où c'est affecter des recettes supplémentaires au moment de rouler la dette. Et ce n'est pas tout à fait un cantonnement. Cantonner, c'est émettre de la dette, c'est ce que fait la Cades, et elle le fait plus cher. Donc, je suis un peu surpris de toutes vos hypothèses. Merci, Jérôme. Christine Lavarde, puis Bernard Delcros. Oui, merci. Alors, comme mes collègues Michel Cavé et Charles Guené, j'ai effectivement la crainte que la réduction de la dépense soit portée par les seules collectivités, puisque dans votre propos liminaire, comme seul outil de réduction, vous nous avez cité un nouveau plan d'achat de l'État. C'est une politique qui, semble-t-il, n'est pas nouvelle, enfin en tout cas pour le ministère que je contrôle, qui n'est pas le plus petit. On a déjà des indicateurs de suivi dans les documents qui sont présentés au Parlement. Sinon, j'aurais une seule question à vous poser. Vous avez mis en avant le coût pour l'État de l'activité partielle. J'aurais aimé savoir si l'État, qui est son propre assureur, a chiffré le coût des fonctionnaires qui étaient en autorisation spéciale d'absence ou en arrêt Covid ou telle autre nature, pour qu'on puisse avoir un pendant entre l'activité privée et l'activité publique. Merci Christine. Pendant que Bernard Delcros va s'exprimer, nous avons quelques collègues qui sont en présentiel d'autres commissions. S'ils souhaitent poser une question, bien sûr, nous leur donnons la parole, qui veuillent bien se manifester. En levant la main. Bernard. Oui, merci. Monsieur le ministre, trois questions. La première porte sur la dépense publique. Vous avez affiché un objectif utile mais ambitieux en même temps de limiter la progression à 0,7% par an sur la période. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les leviers sur lesquels vous comptez agir pour maîtriser cette dépense publique? Quels moyens, envisagez-vous des réformes d'ailleurs pour cela? Deuxième question, elle porte sur les collectivités locales. Le 0,7% par an concerne toutes les administrations publiques. Et je rejoins un peu la question de Charles Guené. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos intentions concernant les collectivités locales? Et ma dernière question porte sur les prélèvements obligatoires. Vous avez engagé depuis plusieurs années une politique de diminution des prélèvements obligatoires. Pour la taxe d'habitation, c'est acté, donc elle ira à son terme. Concernant les impôts de production, donc moins de 10 milliards en 2021, il était prévu moins de 10 milliards en 2022. Maintenez-vous cet objectif-là? Et sur l'impôt sur les sociétés, la baisse progressive pour la ramener à 25%, êtes-vous toujours sur cette ligne-là pour 2022? Merci. Je ne vois pas d'autres demandes précises. Donc simplement, avant de redonner la parole au ministre, je vais me permettre de compléter par quelques questionnements moi-même. D'abord, je ne note pas dans ce rapport de renforcement des mesures de soutien et de relance. Est-ce que j'ai bien lu? Rien en particulier sur les dépenses d'avenir. Même le rapport Arthuis mettait des dépenses minimales d'avenir, d'investissement d'avenir. Ce n'était pas énorme, mais là, il n'y a même pas de référence à ce point. Et finalement, vous constatez plutôt une perte de richesse annuelle de l'ordre de 60 milliards d'euros, considérant que cette croissance-là est perdue, si je puis dire, cette économie-là est perdue. Est-ce que ça n'appellerait pas plus un renforcement des mesures de soutien et de relance? Enfin, je constate que dans le rapport Arthuis, comme dans vos simulations, vous partez de prévisions de remontée des taux extrêmement pessimistes, ce qui évidemment pèse sur les économies éventuellement nécessaires. Et puis, je reprendrai un vieux leitmotiv, ça ne vous surprendra pas, monsieur le ministre, mais je trouve dommage qu'avant de parler de diminution de dépenses publiques, on ne se pose pas la question de savoir s'il ne faut pas retenir l'impôt déjà prélevé. Et j'ai toujours en travers, vous le savez, les 10 milliards d'impôts de production perdus. Je considère qu'on peut avoir une vision sur les impôts de production. On peut se dire qu'il y a une question, mais je trouve
pour le moins malheureux, voire maladroit, de mettre en œuvre cette réforme l'année où nous avons 9% de baisse du PIB. Voilà, Monsieur le ministre, vous avez, voyez, une bonne demi-heure pour répondre à tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de ne pas vous infliger une réponse d'une demi-heure, mais en tout cas, je vais aussi essayer d'être aussi précis que possible dans les réponses que je peux apporter. D'abord, pour dire au sénateur Rapin que nous avons évidemment veillé à articuler ce que nous présentons dans le PESTAB avec ce que nous présenterons dans le PNRR. C'est une logique et une heureuse logique d'ailleurs, même si le PNRR a vocation à peut-être avancer sur la documentation des réformes que nous prévoyons de mettre en œuvre et auxquelles nous nous engagerons vis-à-vis de nos partenaires européens afin d'obtenir à la fois sa validation, mais surtout, puisque c'est l'objectif, le déblocage des 40 milliards d'euros. Ces 40 milliards sont intégrés dans la trajectoire financière proposée par le PESTAB à hauteur de 17,3 milliards pour 2021 et de 22,7 milliards pour après, c'est-à-dire à partir de 2022, sachant qu'il y aura certainement des restes à payer sur 2023, mais notre objectif est de concentrer sur le début de la période le bénéfice du PNRR, comme notre objectif est de concentrer les dépenses du plan de relance sur le début de la période entre 21 et 22. Donc, Monsieur le ministre, sur les échéances de paiement, on tient. J'allais y venir, mais les échéances de paiement et notamment de prépaiement, si je puis dire, et d'avance, prévues pour le mois de juillet, sont toujours notre objectif. Nous souhaitons avec Bruno Le Maire que l'adoption du PNRR et son cadre communautaire puisse aller plus rapidement chez nos partenaires. Nous avons été les premiers à l'adopter. Nous savons qu'il y a d'autres parlements qui doivent le faire assez rapidement. Il y a aussi des pays dans lesquels l'adoption a donné lieu à la saisie de telle ou telle Cour suprême. Je pense notamment à l'Allemagne. Et nous attendons le dénouement de tout cela avec de l'impatience. Pour ce qui concerne la question des indicateurs sur la scène européenne, je ne reviens pas sur les déclarations qui ont été celles du président de la République que vous avez évoquées et sur les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui dans une période au cours de laquelle les clauses des traités sont suspendues pour ce qui concerne ces indicateurs, à les considérer comme pertinents. Nous considérons notamment que l'objectif d'une dette publique limitée à 60% du PIB est certainement l'objectif le plus obsolète aujourd'hui, dans la mesure où personne ne le respecte, et surtout dans la mesure où nous sommes dans une situation qui fait que entre certains pays de la même union économique, il peut y avoir jusqu'à 100 points de différence pour le poids de la dette. Certains États atteignant 160%, alors que d'autres sont légèrement au-dessus de 60%. La France et le gouvernement français ne considèrent pas ce débat sur les indicateurs comme un débat prioritaire pour nous en termes d'ordre du jour de notre propre travail gouvernemental. Nous savons que la Commission, et en particulier le commissaire Gentiloni, auront, tant la Commission que le commissaire, l'occasion, certainement d'ici la fin de l'année 2021, de faire un certain nombre de propositions en matière de révision, de réforme, de travail autour de ces indicateurs, et nous nous positionnerons en termes de propositions ou de contre-propositions sur la base de ces projets qui seront défendus par le commissaire aux affaires monétaires et économiques. Nous sommes convaincus qu'un certain nombre de critères gagneront à être vus, mais la France, comme tous les autres États membres, gagne à un débat qui soit un débat organisé autour des propositions de la Commission plutôt qu'autour des propositions portées par tel ou tel. C'est ce qui va nous guider dans les prochains mois. Et en termes d'ordre du jour pour notre travail gouvernemental, nous considérons que la priorité doit être donnée à la sortie de crise et à la relance avant d'aller sur ce type de propositions. Pour répondre au sénateur Delahaye concernant les prêts garantis par l'État, aujourd'hui, le système bancaire français a octroyé 135 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, garantis à 90%. Nous sommes toujours sur les mêmes hypothèses en termes de défaillance et donc de sinistralité, c'est-à-dire une hypothèse un peu inférieure à 5%. Vous pouvez trouver, monsieur le sénateur, dans le programme de stabilité et dans la partie du programme de stabilité consacrée à ce qui est nommé les contingences, les premières provisions qui sont faites en 2021 pour faire face à d'éventuelles défaillances d'entreprises qui auraient souscrit des prêts garantis par l'État. Nous les avons inscrits pour 2,2 milliards d'euros. Et vous trouverez, alors, mes collaborateurs m'ont indiqué que c'était à la page 65, la chronique possible de ces défaillances. Et vous trouverez aussi à la page 25 d'autres chroniques sur d'éventuelles défaillances que l'État serait amené à prendre en charge au titre des contingences et des garanties qu'il a accordées, puisque avant la crise Covid, l'État avait d'ores et déjà garanti plus de 200 milliards d'euros
de prêts souscrits par d'autres qui peuvent amener à prévoir, en termes de provisions, ces contingences. Pour ce qui concerne la sincérité des lois de finances rectificatives, et vous avez évoqué ce qui peut être vu comme des critiques de la Cour des comptes quant au volume des crédits que nous avons proposé au Parlement d'inscrire à l'occasion des lois de finances rectificatives. Je voudrais d'abord rappeler que chacune des lois de finances rectificatives que nous avons déposées a été évidemment présentée au Conseil des finances publiques, qui a toujours considéré nos hypothèses comme cohérentes, réalistes et prudentes. Et je tiens à ces 3 adjectifs qui ont été systématiques. Je tiens aussi à rappeler qu'à chaque fois que nous les avons présentées, en particulier pour la dernière d'entre elles, au mois de novembre, nous avions indiqué, ça avait donné lieu à un débat dans cette salle, que notre hypothèse économique et donc budgétaire, sans que ce soit une hypothèse sanitaire, était un confinement qui pouvait durer non seulement au mois de novembre, mais aussi au mois de décembre. Nous avions évoqué le fait que nous prévoyions ou que nous craignions une perte d'activité de 20 points par mois de confinement. Il se trouve que la perte d'activité au mois de novembre a été limitée à 11 points. C'est certainement un effet sous-estimé de notre part du maintien des écoles et des établissements scolaires ouverts en termes de maintien d'activité. Et c'est aussi dû au fait que, le temps passant, les entreprises ont aussi adapté leur mode d'organisation, leur mode de production à des périodes de confinement et de restrictions. Pour le mois de décembre, la perte d'activité était moins importante car il n'y avait plus de confinement, mais un système de couvre-feu et de restrictions dans certains secteurs. Et la perte d'activité a été limitée, si je puis dire, à hauteur de 7 à 8%. Le fait de constater une perte d'activité de 11 puis de 7%, en lieu et place d'une perte d'activité de 2 fois 20%, explique grandement la situation en fin d'exercice sur une sous-consommation des mesures d'urgence. Par ailleurs, le maintien de l'activité s'est aussi traduit par des recettes fiscales plus importantes que ce que nous avions imaginé. C'est ainsi que, à la fin de l'exercice, la différence que l'on a constatée en termes de moindre dégradation du déficit public, du déficit de l'État, à hauteur de 45 milliards d'euros, s'explique pour 29 milliards par la non-consommation de mesures d'urgence du fait d'une activité maintenue à un niveau plus élevé, et par 7 milliards pour des recettes fiscales plus importantes que prévues, en tout cas moins dégradées, toujours liées à une activité plus soutenue que ce que nous avions anticipé. Je pense notamment aux receaux d'IS et de TVA à la fin de la période. Et donc j'assume, et nous assumons totalement, le fait d'avoir été peut-être trop prudent et de devoir reporter des crédits sur l'exercice 2021, car je préfère être devant vous dans la situation qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une situation qui nous a amenés à reporter sur 2021 une trentaine de milliards d'euros qui n'avaient pas été consommés en 2020, plutôt que d'avoir pris le risque précédemment d'être dans une situation où la situation sanitaire aurait été plus dégradée que prévu et où nous aurions été surpris ou empêchés pour des problèmes de trésorerie dans le versement du fonds de solidarité ou dans le paiement de l'activité partielle. Et j'ai en tête un échange avec un de vos collègues sénateurs de Paris qui considérait que le fait d'avoir inscrit des crédits pour tenir 2 mois de confinement avec une perte d'activité de 20 points signifiait que le gouvernement avait anticipé un confinement de 2 mois. Je lui avais répondu que ce n'était pas une hypothèse sanitaire, mais qu'étant au mois de novembre et n'ayant plus le temps matériel de vous proposer un 5e PLFR, il était de bonne politique à nos yeux de prévoir l'hypothèse la plus dégradée pour pouvoir y faire face au cas où elle aurait été constatée. Pour ce qui concerne les questions évoquées par Madame Sophie Taillé-Polian. D'abord, pour vous dire, Madame, que les 3% auxquels nous aspirons de revenir en 2027, je disais dans mon propos liminaire, ne sont pas liés à une forme d'attachement à un indicateur européen autour des 3%. Par contre, nous constatons qu'avec les hypothèses d'inflation, les hypothèses de croissance qui sont retenues, le fait de revenir très légèrement au-dessus de 3%, pour être tout à fait précis, autour de 3,1 ou 3,2%, nous permet d'entrer dans une période et d'être dans une situation de finances publiques qui nous amène à voir le poids de la dette par rapport au PIB baisser. C'est une forme peut-être de hasard drôle ou malheureux de l'histoire que de constater qu'aujourd'hui, ce 3% est le point d'inflexion. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus un hasard étonnant que lorsque les 3% ont été pensés comme un indicateur européen pertinent, il y a maintenant quelques décennies, c'était exactement avec le même objectif, mais avec des hypothèses de croissance et d'inflation qui n'étaient pas les mêmes que celles que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça n'est pas cet attachement ou cette forme de fétichisme aux 3%, mais bien la volonté de revenir à une situation qui nous permette de maîtriser le poids de la dette publique et de le faire baisser. Je ne reprends pas ce que j'ai dit tout à l'heure à monsieur le rapporteur général sur la programmation des investissements, puisque j'ai dit que le PESLAB n'était pas un document fait pour cela. Par contre, je souscris à une partie de votre propos. D'abord, en considérant que le passé doit nous instruire,
et qu'il ne faut pas vouloir revenir à une forme d'équilibre trop rapidement au risque d'étouffer la croissance. De la même manière, nous considérons que les augmentations d'impôts qui ont suivi la crise de 2010, tant pour les ménages dans un premier temps que pour les entreprises dans un second, n'ont pas permis la croissance. Ce qui nous amène à privilégier la piste qui est la nôtre, l'hypothèse qui est la nôtre, d'un maintien de notre trajectoire de diminution des prélèvements, tant pour les ménages que pour les entreprises, et in fine, à la fin du quinquennat, d'être à 50 milliards d'euros de baisse des prélèvements obligatoires, de baisse des impôts, répartis pour moitié au profit des ménages et pour moitié au profit des entreprises, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Monsieur le sénateur Guéné a évoqué la question des collectivités locales. Je ne l'ai pas évoqué dans mon propos sur l'aggravation du déficit public, vous l'avez très certainement noté. Le déficit de la sécurité sociale est passé d'un peu moins de 6 milliards à 38,6 milliards d'euros, celui de l'État de 93 à 178. Les collectivités locales ont vu leurs recettes réelles de fonctionnement diminuer de 1,4%. Tout ça de manière très macroéconomique, il y a de l'hétérogénéité. Et leurs dépenses être maîtrisées à hauteur de plus 0,2%. Là aussi, c'est une moyenne macroéconomique. Dans la mesure où les collectivités locales avaient affiché un excédent de 1,2 milliard en 2019, ce léger effet ciseau que nous constatons en 2020 se traduit non pas par une situation de déficit du compte des collectivités locales, mais par un retour à l'équilibre. C'est la raison pour laquelle, dans la note de l'INSEE concernant le déficit public publiée il y a quelques semaines, le compte des collectivités locales apparaît à l'équilibre, même si le compte des APUL, de manière plus générale, est légèrement déficitaire, puisque les APUL intègrent d'autres opérateurs et d'autres acteurs de la dépense que les seules collectivités locales. J'ai la conviction, elle est personnelle, et permettez-moi de vous la livrer, que le contrat de Cahors est un bon outil de maîtrise de l'évolution des dépenses. J'avais eu l'occasion de le dire devant votre Assemblée. Et j'ai aussi la conviction que nous gagnerons à reprendre ce type d'outil, très certainement en l'aménageant, peut-être en élargissant son champ et en trouvant des modalités différentes du précédent. Ce que je sais par contre, c'est qu'un tel contrat n'est possible que dans le cadre de l'examen d'une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. C'est la raison pour laquelle le gouvernement dit son attachement en termes de réforme de la gouvernance des finances publiques à une norme de dépenses, une norme d'évolution de la dépense pluriannuelle, tous secteurs de la dépense confondus, en le déclinant sur chacun des secteurs, les administrations de sécurité sociale, l'État et les collectivités, et que c'est à l'occasion d'une prochaine loi de programmation que nous pourrons ensemble arrêter les modalités de cet outil qui pourrait permettre de tenir l'évolution de la dépense des collectivités locales, en gardant en tête que si nous l'avons suspendu dans son application en 2020 du fait de la crise, les années 2018 et 2019 avaient démontré que cet outil était efficace dans la mesure où l'objectif d'évolution inférieur à 1,2% avait été très largement tenu. Et si j'osais, l'objectif de 0,7% l'était aussi. Sur la question évoquée par monsieur le sénateur Ferraud de la crédibilité, je ne vous fais pas la même réponse que mon prédécesseur. Vous l'avez fait vous-même. Mais je voudrais simplement souligner qu'il y a peut-être une différence et que ce qu'il a fait me permet de le souligner. C'est que sur les 3 premières années du quinquennat, les engagements ont été tenus. Les prélèvements obligatoires ont baissé, le poids de la dépense publique dans le PIB a baissé, et nous avons tenu l'objectif, ou cet indicateur des 3%, 3 années consécutives. Et que ce que nous avons fait là, nous pouvons le refaire avec, il est vrai, un effort peut-être un peu plus conséquent, puisque nous étions sur le quinquennat 2012-2017 à 1%, sur les 3 premières années du quinquennat 2017-2022 à un peu moins de 3%, et pour être encore plus précis, sur 2018-2019, nous étions entre 0,5 et 0,6%, avec une année 2018 qui était assez particulière. Nous l'avons tous en tête. Je ne crois pas, par contre, que le renvoi au déficit structurel puisse trouver beaucoup d'acuité dans la période que nous connaissons. Le traitement par la Commission comme par l'INSEE des dépenses d'urgence et de relance, avec, pour les dépenses d'urgence, la caractérisation en mauvais français de one-off, rend extrêmement difficile et explique les variations que vous pouvez voir dans la chronique sur le déficit structurel. Et je crains que nous ayons quelques années avant que ce déficit structurel puisse redevenir un indicateur tout à fait pertinent et tout à fait lisible, en tout cas en première analyse. Sur les questions de prélèvements obligatoires et de moments politiques, vous l'avez aussi sous-entendu, nous ne partons pas tout à fait du même niveau. En matière de prélèvements obligatoires, de manière générale, nous sommes à 45, quand les États-Unis sont à moins de 25. Et donc, s'il y a convergence, tant mieux. Si, au-delà des convergences décidées par chaque État, il y a un travail tel qu'annoncé par l'administration Biden,
au sein de l'OCDE pour un taux d'impôt sur les sociétés minimales, tant mieux. Nous les soutiendrons, même si nous gardons de la prudence, puisque nous savons qu'il peut y avoir une différence entre l'annonce à laquelle nous souscrivons de l'administration Biden et ce qui sortira du Parlement américain, et c'est bien normal, les débats se dérouleront chez eux aussi. Pour ce qui concerne les questions évoquées par Michel Canevet, et notamment sur les questions de dépenses de personnel, je suis en mesure de vous dire, monsieur le sénateur, que notre objectif, en 2022 comme en 2021, c'est la stabilité du schéma d'emploi, ce qui est une forme de souplesse, si l'on peut dire, dans la mesure où notre programmation pluriannuelle initiale prévoyait plutôt un schéma d'emploi négatif. Mais nous sommes sur une volonté de stabilité, et ce d'autant plus que l'année 2020 s'est traduite par une augmentation du nombre d'emplois de l'État, pour certaines mesures par fruit de décisions politiques avant la crise Covid. Je pense au maintien des écoles en zone rurale pour 1500 ETP, au plan BTS pour 450. Par contre, la crise Covid a aussi amené à des créations d'emplois liées à cette crise, à hauteur de plus de 2300 pour Pôle emploi, de quelques centaines pour l'AFPA, de 450 pour le ministère de la Santé. Autant de décisions qui ont dû être prises pour faire face à la crise, ce qui nous incite à observer avec encore plus d'attention la stabilité en 2021 et en 2022. Pour ce qui concerne les conseils départementaux, vous avez raison sur leurs caractéristiques, et je compte beaucoup sur le travail que nous menons actuellement d'expérimentation, tel que prévu par les lois de finances, en matière de recentralisation du financement du RSA, pour voir sur plusieurs départements avec des caractéristiques différentes, ce qui peut en être tiré, pardonnez-moi l'expression, retenu, pour avancer en la matière. Pour répondre au sénateur Bacher, nous avons effectivement, nous n'avons pas intégré une chronique d'évolution du taux de chômage, considérant que l'incertitude était trop forte. Par contre, vous avez très certainement noté en page 25 que les prestations chômage étaient orientées à la hausse sur 2021 et 2022, et nous considérons que l'objectif que nous avons de retour à une activité égale à celle que nous connaissions en 2019 au cours de l'année 2022 permettra la stabilisation, tout comme la mise en œuvre des mesures d'activité partielle. Sur la question du 0,7%, j'ai eu l'occasion de répondre précédemment. Et pour ce qui concerne les hypothèses d'inflation, comme les autres hypothèses retenues en sous-jacent, j'ai eu l'occasion de dire que nous étions sur les hypothèses conventionnelles qui sont communément admises pour cet exercice. Pour les questions posées par Madame Lavarde sur les collectivités, je ne crois pas véritablement, Madame la sénatrice, que les collectivités seront les seules à payer, dans la mesure où ce sont aujourd'hui des trois secteurs de l'action publique les plus préservés des effets de la crise, et que, sans revenir sur mes réponses au sénateur Guéné, je considère que, à titre personnel, je le répète, que la contractualisation telle que prévue avec les contrats de Cahors est une bonne méthode pour à la fois permettre une augmentation des dépenses quand c'est nécessaire et voulu, mais aussi l'encadrer et éviter qu'il y ait de tels dérapages. Je n'ai pas le chiffre sur le coût pour l'État employeur de l'ASA. Il faudrait que nous puissions regarder le coût horaire de chacun des agents placés en ASA et par multiplication y arriver. Je vais voir si nous en disposons. Je n'ai jamais connu jusqu'alors, donc je vais voir si je l'ai, et si je l'ai, je le partagerai bien évidemment avec vous. Deux derniers points pour répondre au sénateur Delcros. D'abord pour dire que nous allons renouveler la baisse des impôts de production en étant précis. Ils ont baissé de 10 milliards d'euros pour les entreprises, financés par le plan de relance. Ils ne baisseront pas de 10 milliards d'euros supplémentaires. C'est le renouvellement de cette baisse en 2022 qui sera ainsi financé. Sinon, le président Rénal m'en voudrait 2 fois plus qu'il ne m'en veut déjà. Et je ne voudrais pas prendre ce risque-là. Par contre, je vous confirme que notre objectif en termes d'impôt sur les sociétés reste le même, avec la trajectoire que nous avons fixée. Enfin, vous avez évoqué les questions de gouvernance et de capacité à atteindre les 0,7%. J'ai évoqué les propositions de loi organique que nous regardons avec beaucoup d'intérêt, notamment celle de Laurent Saint-Martin et d'Éric Woerth, qui prévoit la fixation d'une norme de dépenses pluriannuelle, toute administration publique confondue, qui prévoit aussi de renforcer les prérogatives du Haut Conseil des finances publiques et qui prévoit aussi de peut-être demander ou prévoir que le Parlement et le gouvernement passe plus de temps sur la question de la dette et de ses conséquences sur les finances publiques et sur les marges dont nous disposons. Et si nous n'avons que peu évoqué les questions de gouvernance, à l'exception de celles concernant les collectivités, je pense véritablement que ça peut être là un bon levier et un bon outil, à condition qu'il soit le plus consensuel possible pour être le plus partagé possible. Merci, monsieur le ministre. Malgré
le fait qu'on ait eu effectivement les documents tardivement. Je pense qu'on a pu quand même avoir un premier échange qui était utile pour tous. En tout cas, je vous renvoie, mes chers collègues, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, à un échange en commission, un deuxième échange en commission, le mercredi 5 mai, à partir de l'analyse que nous enverra durant donc la suspension le rapporteur général sur ce programme de stabilité.